Alors, nous allons voir maintenant qu'on peut utiliser les éléments qui affectent la polarisation pour réaliser simplement un dispositif interférentiel. Alors, comment on va faire? Eh bien, on va utiliser une lame d'onde. Cette lame d'onde, on sait qu'elle va créer un déphasage. Donc là, on va supposer, ici, pour simplicité, que notre lame d'onde, elle a son axe rapide horizontal. On va l'éclairer avec une lumière polarisée, et cette lumière polarisée, on va utiliser un polariseur orienté à 45 degrés par rapport aux axes neutres de la lame de phase. Donc ça nous donne le champ E0 qu'on a ici, et on peut voir ce champ E0 comme la somme de deux composantes, une horizontale, une verticale, qui sont sur les deux axes neutres de la lame d'onde. Donc l'amplitude de ces deux composantes, elle est de E0 divisé par racine de 2, parce qu'on est à 45 degrés. Donc là, on a quelque chose d'intéressant, c'est que les deux amplitudes sont égales. Les deux valent la même valeur. Et ça, c'est un point qui sera intéressant pour réaliser des belles interférences. On n'oublie pas qu'on a une lame qui introduit un déphasage. Donc sur la composante verticale, on aura le déphasage delta phi qu'il faudra appliquer. Donc le terme exponentiel moins i delta phi. Alors, pour l'instant, notre polarisation horizontale, notre polarisation verticale qui correspondent à nos propagations sur les deux axes, eh bien, elles n'interfèrent pas en sortie de la lame de mi-onde. Elles sont orthogonales. Donc si on veut qu'elles interfèrent, il faut mettre un polariseur. Donc on va placer un polariseur, donc on va le mettre dans la même direction que la polarisation incidente, donc à 45 degrés, et dans ce cas-là, eh bien, pour obtenir l'amplitude résultante, on projette notre champ, donc E0x, sur l'axe défini par le polariseur, et on a dans ce cas-là E0 de divisé par racine de 2, et comme E0x était E0 divisé par racine de 2, à la fin, ce qu'on a, c'est la moitié de E0 qui revient sur l'axe du polariseur. On fait le même raisonnement pour la composante verticale, et on a là aussi une amplitude de E0 sur 2, et on n'oublie pas le déphasage exponentiel moins i delta phi. Donc ce qui arrive sur l'axe du polariseur de sortie, c'est-à-dire l'analyseur si on préfère, eh bien c'est bien deux ondes qui ont la même amplitude et un déphasage de delta phi. Donc ça va être typiquement le cas de l'interférence à deux ondes qui ont la même amplitude. Et ça, on connaît le résultat, c'est I0 cos carré delta phi sur 2. Alors ici, le résultat exprimé en termes du déphasage. Ce déphasage qu'on a ici, il est pallié à une différence physique sur le chemin traversé par les ondes. Il est lié à la différence d'indice delta n. Donc là, ce déphasage, on prend en compte la biréfringence, la longueur, et puis ce déphasage, il inclut aussi la longueur d'onde. Donc du coup, l'intensité va dépendre de la longueur d'onde, et ça va donner en sortie un spectre cannelé. Donc ici, c'est le spectre après passage dans un élément diffractant pour séparer les longueurs d'onde. On a éclairé le dispositif par de la lumière blanche, et après diffraction des composantes, eh bien, on voit que les longueurs d'onde ne réagissent pas du tout de la même manière. Pour certaines, on va avoir extinction, alors que d'autres sont beaucoup plus lumineuses. Donc on voit bien ici des cannelures qui ne sont pas régulièrement espacées, parce qu'on raisonne ici en termes de lambda. Si on voulait qu'elles soient régulièrement espacées, il faudrait raisonner en termes de fréquence. Rappelez-vous comment on avait traité le problème de l'interférence à deux ondes et les caractéristiques spectrales de ce type d'interférence. Alors, parmi ces spectres modulés, ces spectres cannelés, on peut citer les travaux d'un scientifique dijonnais
Bernard Brune, qui a été enseignant à l'Université de Bourgogne, pas forcément longtemps, 5 années, jusqu'en 1900. Il n'est pas forcément connu pour ses travaux sur les spectres canneleux. Non, ce qui a fait sa célébrité, c'est plutôt ses travaux sur le changement du champ magnétique terrestre. Alors Bernard Brune, c'était le fils de Julien Brune, qui lui a aussi travaillé à l'Université de Bourgogne, à la faculté des sciences de Dijon, et on voit que son fils a repris en fait le poste de son père à l'Université de Bourgogne. Alors, un petit exemple par rapport à ce comportement qu'on peut avoir dans ces lames biréfringentes. Ici, on a choisi une différence de marche de 332 nanomètres et on voit le spectre qui en résulte. Là, il y a deux courbes. C'est parce qu'on va distinguer la configuration où polariseur et analyseur sont parallèles. C'est le choix que j'ai fait quand j'ai fait ma petite illustration au départ, mon petit raisonnement. Mais on peut aussi utiliser une configuration où on a croisé les directions du polariseur et de l'analyseur. Ici, c'est la courbe rouge. On voit qu'on a aussi une courbe qui est influencée par la longueur d'onde. Alors, une différence de marche à 332, si on considère une configuration parallèle, ce qu'on peut remarquer, c'est que autour de 650, plus exactement 664, eh bien, on arrive à un minimum d'intensité. Or ça, on peut l'expliquer assez simplement. Rappelez-vous, une différence de marche de 332 nanomètres, si on travaille à 664 nanomètres comme longueur d'onde, ça veut dire que notre lame, elle est lambda sur 2. Si elle est lambda sur 2, elle va faire tourner d'un angle double la polarisation par rapport à l'angle qu'on a entre la direction de polarisation rectiligne incidente et l'axe neutre de cette lame. Donc ici, on suppose qu'on a 45 degrés, c'est la configuration qu'on a choisie pour avoir de belles interférences. Si on multiplie cet angle par 2, on arrive à 90 degrés. Donc notre polarisation, elle a tourné 90 degrés, ça veut dire qu'elle va être stoppée par l'analyseur. On va avoir, dans ce cas-là, extinction. Donc tout est ici bien cohérent entre ce qu'on a vu concernant la fonction d'un polariseur-analyseur et le comportement d'une lame lambda sur 2. Ce qu'on voit, c'est que l'extinction, ça correspond bien à ce comportement lambda sur 2. Par contre, si je pars initialement avec polariseur et analyseur qui sont croisés, eh bien là, ce sera le contraire. Ce que j'aurai à 664 nanomètres, ce sera un maximum d'intensité, parce que le polariseur croisé laissera parfaitement passer la lumière qui a tourné de 90 degrés. Donc voilà, on trouve des spectres où on a les composantes spectrales qui ont pu être atténuées. Et si on change le contenu spectral d'une lumière, eh bien on va forcément changer sa couleur. Et ce changement de couleur, ça va dépendre de la différence de marche qu'on applique. Là, c'est un autre cas, à 1,98 microns de différence de marche, eh bien, on voit qu'on crée un filtre avec des bandes de couleur, des bandes de longueur d'onde qui sont atténuées. Ça veut dire aussi qu'on peut utiliser ces éléments biréfringents pour faire des filtres. Par exemple, il y a les filtres de Liot qui sont basés sur ce type d'éléments biréfringents.